En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 24 mars 2026 et je reçois Olga Farman, présidente directrice générale du Port de Québec. Avocate de formation, Olga est l'ancienne associée directrice du Bureau de Québec de Norton Rose et elle est aussi membre de conseils d'administration parmi les plus importants à Québec comme au Québec. Et elle est co-instigatrice de Rêvons Québec 2050. Ensemble, nous allons explorer son récit qui est ancré dans ses origines iraniennes, qui est aussi alimenté par une forte ambition et aussi par une détermination à réussir tout ce qu'elle entreprend. Bonne écoute. Olga, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le premier événement public de Brave à Québec. C'est brave de venir à Québec, de traverser la 20 puis de venir conquérir la capitale. Alors, bravo à toi, Marie-Josée. Oui, mais merci, Olga. Je me demandais, quand tu regardes ta vie, d'où tu viens, ce que tu as traversé, ce que tu as bâti, c'est quoi le mot qui te vient en tête? C'est vrai que ça serait courage, parce que c'est une histoire de courage qui commence avec la traversée de mes parents qui quittent l'Iran. L'Iran dans un contexte actuel où on est en pleine guerre. Alors, ça va revenir beaucoup tout au long de notre entretien. Ça prend du courage pour se déraciner. Ça prend du courage pour vouloir rebâtir une vie ailleurs. Puis ça prend du courage aussi pour vouloir s'assurer que nos enfants vont être aussi forts, sinon plus que nous, puis vont faire une différence dans la société dans laquelle on veut qu'ils s'intègrent. Alors, c'est pas tant mon courage, mon histoire de courage, que l'ADN de générations qui se sont battues pour nous permettre, à ma sœur et moi, d'être ici à Québec aujourd'hui. Oui. T'es née en 1978? Oui, déjà 47 ans. À Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Donc, tu l'as dit, de parents iraniens, mais qui avaient quitté leur pays avant la Révolution islamique pour des raisons, un choix intellectuel. Oui, c'est vraiment un choix intellectuel. Mon père, à l'époque, c'était le français qui était la langue après le persan, qui était enseigné à l'école. Alors, mon père a enseigné à Paris, puis ensuite de ça, dans les années 60-70, c'est l'explosion au Québec, l'arrivée des cégeps. Et alors, il quitte Paris pour venir s'installer à Montréal, à Québec, puis à Rivière-du-Loup. Le cégep de Rivière-du-Loup ouvre. Et sais-tu quoi? Mon père est professeur de littérature française, de poésie et de théâtre. Donc, un petit Iranien de Méchette qui vient s'installer dans les années 60 au Québec, dans le bas du fleuve, pour enseigner la poésie puis la littérature aux Québécois. Juste ça en soi, là, c'est toute une histoire. Wow! Puis là, il s'est baigné dans la littérature et le théâtre québécois. Québécois, absolument. Et avec ta sœur Pamela, vous avez grandi dans une communauté où il n'y a presque pas d'immigrants. Alors, presque pas d'immigrants, très, très peu de diversité et une communauté à Rivière-du-Loup où je n'ai jamais senti la différence à travers le regard des habitants de Rivière-du-Loup. J'ai senti une différence de parce que j'étais, parce que je suis, puis ça, on va pouvoir en parler, mais on n'a pas subi non seulement de discrimination, de préjugés, on n'était pas du tout dans ce contexte-là, bien au contraire, une petite communauté, on parle de 14 000 personnes qui nous ont ouvert les bras. Et là, une Olga Farman, puis une Pamela Farman, puis mon père qui s'appelle Morteza Farman à Rivière-du-Loup, tu sais, je veux dire, on était trois essentiellement. Et c'est toute la communauté qui nous a ouvert les bras à travers 1001 activités. Alors pour moi, c'est un souvenir d'intégration presque parfait. Oui, puis vos parents vous ont nommé Olga et Pamela. Toi, tu as un prénom russe. J'ai un prénom russe. Le choix? Bien, puis quand on parle de courage, donc ma maman, elle a quitté Téhéran pour Londres, puis ensuite de ça, Washington. Elle a étudié un petit peu en ingénierie, s'installe à Rivière-du-Loup, fait le tour de la ville 2-3 fois, puis après, la 3e fois, elle arrive à Rivière-du-Loup, elle dit le tour de ville, elle dit à mon père, je suis prête pour découvrir la ville. Donc, tu sais, elle a vraiment grandi dans un contexte, tu sais, Téhéran, Londres, Washington, D.C. Et ma mère, à l'époque, avait décidé qu'elle allait nous parler en français. Donc, elle a appris le français pour qu'à la maison, en aucun moment, l'iranien ne soit parlé. Alors, j'ai appris l'iranien uniquement en écoutant ce qui se passait entre mes parents, parce que je voulais savoir ce qui se passe. Et ma mère a aussi décidé, dans sa grande sagesse, de nous donner des noms qui n'étaient pas des noms iraniens pour qu'on s'intègre encore mieux dans notre communauté. Bon, je suis pas sûre que Olga Farman, c'est si... ça fait pas très bas du fleuve. Et c'est
c'était un point tel, Marie-Josée, que, évidemment, mes parents étaient musulmans, non pratiquants. Nous, on ne participait pas à la catéchèse. C'était à l'époque où on avait des cours de catéchèse 3 fois par semaine. Puis moi, je les passais dans le corridor parce qu'on n'avait pas le droit d'être dans la classe et d'écouter. Oui. Et quand ma mère a pris conscience de ça, elle a décidé à 10 ans qu'elle allait me faire baptiser catholique parce qu'il n'était pas question que sa fille soit différente des autres. J'essayais de lui faire comprendre que physiquement, j'étais différente puis qu'on serait toujours différents. Alors, écoute, on a fait tout le processus de baptiser, tu sais, tout, là, tu sais, en un an. C'est long. C'est long. C'est très long, je te le confirme. Alors, ce désir d'intégration communautaire, sociale, culturelle a été total auprès de mes parents, mais en aucun moment, on a perdu nos racines. Fait que quand je parle de courage, c'est le courage d'approfondir la culture d'une société, de la découvrir, de l'intégrer, de l'assimiler en soi, de la vivre. Mais c'est le courage aussi de garder son ADN qui arrive de l'autre bord de l'océan. Ouais. Tu as passé vite sur le corridor, là. Oui. J'étais vraiment différente. C'est ça. J'étais vraiment toute ta seule mère, au monde. elle s'en est rendue compte à un moment donné, tu avais 10 ans, pendant le cours de catéchèse, tu étais dans le corridor. Ouais. Mais toi, tu l'as vécu, ça? Moi, je l'ai vécu. Tu l'as vécu pendant combien d'années? Puis comment tu te sentais dans le corridor? Je pense que le corridor, c'est un beau symbole, mais je pense que toute ma jeunesse, tout ce qui est primaire jusqu'au secondaire, on le sent qu'on est différent. Puis, tu sais, ça va pour l'enfant d'immigrant, mais ça va aussi pour toute femme ou tout homme qui est différent dans sa spécificité, dans sa culture, dans son orientation, tu sais, sexuelle ou autre. Et quand tu sens que tu es différent, ben, tu as 2 choix. Tu as le choix de t'assimiler et de suivre, je veux dire, la majorité, puis de dire, ben je veux m'intégrer, je veux faire partie prenante d'eux, ou tu as le choix de t'assumer. Puis moi, ça m'a pris un peu de temps quand même à m'assumer. Puis je pense que c'est un peu la trace du parcours qui suit, puis ça, c'est plus les années universitaires. Mais tout le long de ma jeunesse, ça a été un combat pour dire, je veux être partie intégrante de cette société-là, de ma ville, de ma classe, de mon école. Je veux qu'ils soient fiers de moi, je veux apprendre les codes. T'sais, on parlait de codes tout à l'heure, il y a des codes à Québec, mais il y a des codes au Québec aussi. Alors, ces premières années-là, cette enfance-là, ça a été de comment je deviens une vraie Québécoise. Mm-hmm. Comment je découvre cette culture-là en accéléré. Pas parce que mes parents ne la connaissaient pas. Mon père me l'a enseigné à travers, justement, la poésie, le théâtre, la littérature, la musique. Et ça fait en sorte que ça m'a donné des racines très, très, très connectées à la culture québécoise. Mais par ailleurs, on essaie de s'intégrer parce que, c'est ça, on veut faire partie prenante de notre société. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand personne comme toi qui est aussi intégrée dans la société de Québec. Tu penses? Je veux dire, tu es intégrée là, dans tous les tissus, raccoins. N'importe quel conseil d'administration, tu y as siégé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te reste de différence aujourd'hui? Bien, je pense que c'est la perspective qui change. C'est-à-dire qu'une fois que tu découvres ta société, une fois que tu en fais partie prenante, une fois que tu te fais des amis, une fois que tu réalises que tu es accepté, que tu comprends les codes, vient un moment où tu décides de t'assumer. Vient un moment où tu dis, OK, j'ai pas à être une copie collée exacte de la personne ou de la société qui m'accueille. Je peux être moi. Puis être moi, c'est pas être un enfant d'immigrant, ce n'est pas être iranienne, parce que je suis jamais allée, j'ai pas ni la religion, ni la culture, ni la langue. C'est d'être un hybride qui transforme le Québec d'aujourd'hui. C'est d'être quelqu'un de particulier avec ses qualités, ses forces, ses peurs, ses zones d'ombre, ses complexes, puis c'est normal. Puis c'est de s'assumer. Alors, mon histoire de courage vient aussi de 2 parents qui ont décidé, avec toute une famille, de quitter un pays où ils ne respectaient pas les valeurs politiques et de venir s'installer dans un pays où on se dit, ben là, tu as la chance. Tu as la chance de contribuer à une démocratie. Tu as la chance de contribuer à des débats sociaux d'équité, d'égalité des femmes. Puis c'est là que j'ai décidé de dire, ben je vais porter ma propre voix. L'art oratoire, ça a été très, très important dans ta vie. Oui. Toute jeune, tu as participé à des concours d'art oratoire. Puis à un moment donné, il y a un concours, tu as beaucoup de succès, mais il y en a un, à un moment donné, tu le perds. Oui, je l'ai vraiment échappé. Alors, je l'ai tellement échappé. Peut-être que c'est la seule défaite d'Olga. Donc, on va passer un bon 20 minutes là-dessus. Olga. J'avais 11 ans. Qu'est-ce que cette défaite t'a apporté? Mais Marie-Josée, ça a tellement été troublant que, encore, tu sais, on a tous nos cauchemars récurrents, là, mais mon cauchemar récurrent demeure que je monte sur scène
et je ne sais pas quoi dire. Puis là, je suis en accéléré en train de me dire, OK, il faut que je performe. Alors, écoutez, le texte que j'ai à l'époque, c'est les concours optimistes. Fait que pour ceux qui ont 40 ans et plus dans la salle, là, les autres, vous comprenez pas de quoi je parle, mais pour les 40 ans et plus, à l'époque, le mouvement optimiste avait déployé concours oratoire, concours littéraire, et moi, ça a été ma voix. Fait que, tu sais, on parle d'intégration, là. Moi, ça a été ma voix, puis c'est toute une communauté qui a décidé de façon bénévole de m'accompagner parce que un des petits talents que j'ai, c'est l'écriture. Alors, quand j'ai commencé ces concours-là, j'étais toute petite, donc en 2e année, 3e année, puis là, tu gagnes dans ta classe, tu gagnes dans l'école, puis là, je montais les paliers. Et là vient un texte qui s'appelle « Si je pouvais voir l'avenir », un texte qui, à l'époque, était magnifique. Mais un texte que je connaissais tellement par cœur, tellement intégré, on avait tellement travaillé, puis c'était les finales régionales, et j'ai décidé de monter sur scène sans texte. Et là, j'arrive je me rappelle très bien, là, on est dans le gymnase, et j'entends l'écho, comme là, j'entends l'écho, là, puis c'est pas une critique pour les gens du son. Et là, je commence à 11 ans, littéralement, j'ai 11-12 ans, et j'entends l'écho, mais au début du texte. Et là, je fige. Et j'ai complètement un vrai blanc. Et j'ai fini par ce qui m'a semblé une demi-heure, peut-être ça a été quelques secondes. Il y a eu un malaise dans la salle. J'ai repris mon texte, je me suis ressaisie, j'ai fait la prestation et malgré le blanc de mémoire, j'ai gagné qu'importe là, dans la ville. Et ensuite de ça, ça m'a permis de continuer. Alors, il y a 2 choses là-dedans, je pense, Marie-Josée. Mais t'as pas perdu? Non, j'ai pas perdu. Ils m'ont fait gagner. Non, j'ai pas perdu. Mais j'ai eu un blanc devant tout le monde. C'était l'humiliation de ma vie, là. C'était vraiment traumatisant. Donc, il y a 0 échec dans la vie de Non, gars. c'est vraiment un échec. Ah non, mais la liste des échecs est longue. Mais ça m'a aussi... Tu sais, on parle de bravoure. C'est aussi d'affronter ses démons. C'est aussi d'affronter ses peurs. La peur de monter sur scène et d'échouer. La peur de faire un balado puis de pas être à la hauteur ou de venir dans une salle puis qu'il y ait personne dans la... Tu sais, j'ai remercié chaque personne en disant merci, je pensais qu'il y aurait personne. Alors, tu sais, cette peur-là reste avec nous. Puis c'est pas le syndrome de l'imposteur. C'est quand même une inquiétude qui est saine parce que le danger, sinon, c'est l'ego, c'est la prétention, c'est de penser que on est plus important que le message qu'on porte. Et très, très jeune, cet échec-là qui s'est transformé en victoire puis qui m'a dit « on persévère », a fait en sorte que quand il y a eu d'autres enjeux, puis il y en a d'autres, on en discutera, chaque fois, je me suis dit, tu mets un genou à terre, tu te relèves, tu recommences, puis on continue à aller plus haut. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le vois, là. Ouais. D'ailleurs, tu m'as dit, il n'y a rien de facile dans ma vie. Ouais. Chaque étape est un combat. Chaque étape est un combat. Puis je me demande si ça n'a pas commencé avec ta maman, qui a été très malade, en fait, toute ta vie. Ouais. Elle a eu 7 opérations au cœur. Ouais. Elle est greffée du cœur. Puis c'est ça, tu sais, c'est qu'est-ce que ça fait à un enfant d'avoir une mère aussi fragilisée? Je pense que, tu sais, à chaque étape, elle me faisait ses adieux, là. Fait que, tu sais, à partir de 11 ans, 10 ans, moi, j'ai vécu avec le concept que j'aurais un parent qui pourrait, tu sais, quitter. Et quand on vit avec ce concept-là, quand on prend conscience de la mort si jeune, je ne sais pas si ça crée ce sentiment d'urgence, ce sentiment de performer, de laisser un souvenir, d'avoir un impact, de gagner, de faire des études, pas juste pour lui plaire puis l'impressionner, mais pour donner du sens à son combat. Tu sais, parce qu'elle avait un combat comme immigrante, elle est toujours vivante, de toute façon, elle est avec moi à Québec, mais on veut donner un sens à quelqu'un qui a autant sacrifié sa langue, sa culture, son statut social et qui recommence absolument de rien et qui décide d'élever une famille pour dire « moi, je n'atteindrai pas ce que je veux de par mes enjeux de santé, de par le fait qu'elle ne travaillait pas, mais toi, ma fille, tu vas faire une différence. » Et ma mère a toujours eu comme obsession, avec évidemment l'appui de mon père, de dire « je veux que tu aies un impact dans la société. » Donc, c'était pas de dire tu dois devenir avocat, tu dois devenir... C'était il faut que tu aies un impact. Et ça m'a suivi à travers mes implications, ça m'a suivi à travers, je veux dire, mes succès, mes prix, ça m'a suivi à travers mes études. Mais c'était une obsession et un sentiment d'urgence de faire une différence et de laisser une trace. Et lorsqu'on fait face à la mort, à la maladie, à la souffrance, lorsqu'on découvre les hôpitaux, j'ai passé beaucoup de temps à l'Institut de cardiologie de Québec, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui vit de la souffrance, ça permet aussi de relativiser tout le reste. Donc, au même moment qu'on a des succès, des victoires, des dossiers, des enjeux dans la communauté d'affaires ou politique, bien, on a une famille qui, elle, puis on en a tous des parents, on a tous des enfants, on a tous des enjeux intimes et personnels, et on dirait que ça vient un peu relativiser le tout.
Puis ça nous donne une dose de plus de courage en disant, je supporte ma famille immédiate, enfant, mari, mais je supporte aussi les projets de société qui, eux, me permettent de faire une différence à ma façon. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est comme ça que je l'ai conçu. Oui. Puis t'es toute petite, t'es bonne en oratoire, puis là, il y a un ami de la famille qui va dire « Olga, tu seras avocate. » Il avait vraiment décidé que j'allais devenir avocate. Puis toi, t'as dit « OK. » OK. Là, t'as fait un bac en droit à l'Université Laval. Oui. Puis t'as fait un MBA tout de suite après. Puis je me suis dit, quand une avocate va faire un MBA tout de suite après, c'est qu'elle a autre chose en tête. Qu'est-ce que tu avais en tête? Bien, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai fait mon barreau, puis pour ceux qui sont avocats dans la salle, j'ai échoué mes 2 ou 3 premiers examens du barreau. Et ça, c'est pas quelque chose, mais c'est pas quelque chose que, tu sais, j'ai partagé au début parce que ça venait avec un certain stigmate à l'époque. Fait qu'on commence, tu sais, on finit le droit, président de la faculté de droit, impliqué, on a un stage, puis tu sais, on fait le barreau, puis tu sais c'est quoi, puis là, après ça, puis l'examen rentre, l'autre examen, et moi, je suis réellement une première de classe. Donc, toute ma jeunesse, je surperforme à tous les niveaux, là. Et lorsque les échecs de l'examen du barreau, tu sais, je comprenais pas les codes de l'examen, là, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, on arrête tout. Fait que j'ai arrêté, puis moi, je n'étais pas du genre ni à prendre de sabbatique, ni à faire mes études du cégep en 4 ans, tu sais, tout était hyper performant, let's go, on n'a pas de temps. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, on va prendre une pause, puis je vais me réinventer, puis je vais aller faire un MBA pour voir si c'est davantage dans ce domaine-là. Et lorsque j'ai appliqué au MBA, j'ai été refusée. Alors, tu vois, tu en as 2 échecs, là. Yes. Alors, je suis refusée au MBA et là, je me dis, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, la fin. Tu sais, j'ai vraiment eu un moment, là, j'ai pas fait tout ça dans ma jeunesse. Autant d'études, autant de performances, autant de concours, autant d'écriture, toute une famille, autant de voyages, 4 langues. Tu sais, je peux pas avoir fait tout ça pour échouer à ce moment-là. J'ai échoué 2 fois dessus. Là, puis en simultané. Ah oui? Tu sais, je veux dire en simultané. Mais regarde comment c'est beau. Alors, je suis allée voir le doyen. Évidemment, je suis allée voir le doyen. Et là, je lui ai dit, écoutez-moi bien, Monsieur Gascon, puis je le nomme. J'ai dit, vous ne serez pas déçus. J'ai dit, laissez-moi rentrer de façon, je sais pas comment on appelle ça, là, mais tu sais, laissez-moi rentrer. Donnez-moi une session. Puis je vais vous prouver que ça vaut la peine. Puis fast forward, là, je termine sur le tableau d'honneur et je décide de faire mon barreau en simultané à mon MBA. Donc, les 2 que, tu sais, ça fonctionnait pas. Et dans les 2 cas, j'ai terminé dans le tableau d'honneur. Donc, la question d'échec, c'est pas, j'ai terminé sur le tableau d'honneur. C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé à quel point c'est une question de détermination. C'est une question de focus. Le focus pendant mon barreau était pas sur mes études de barreau. À un moment donné, tu finis par être perdu de tes années de bac, la politique étudiante, parce que j'ai mis énormément de temps. Tu sais pas trop où tu veux aller. Alors, je décide de faire mon barreau et lorsque j'ai réussi à faire les 2 en simultané, ce qui est assez rare quand même, à temps plein, les 2. Fait que pas à temps partiel 1, je fais les 2 en simultané. Lorsque l'Université Laval, récemment, m'a donné un prix pour, à titre de, qu'importe, de l'université, il y avait vraiment un moment de fierté où les 2 facultés étaient là, puis je me suis dit, c'est ces échecs-là qui font en sorte que tu recommences. Et ça revient au blanc de mémoire où tu mets un genou à terre, tu réalises que tu as échoué, tu réalises un peu l'humiliation publique, parce que quand même, il y a un réseau, puis tu sais, je veux dire, il y a les courses au stage, puis il y a les grands bureaux, puis... Et là, tu dis, je vais combattre ma peur, la peur de l'échec, la peur de l'humiliation, et je vais recommencer. Et non seulement ça n'a pas laissé de cicatrices, puis j'ai eu la chance de faire mon stage chez Laverie, j'ai eu la chance d'avoir 10 années extraordinaires dans un cabinet qui m'a accueilli puis qui m'a propulsée. Ensuite de ça, chez Norton Rose. Et en aucun moment, ce moment-là d'échec, et en aucun moment, ces gens-là ont regretté d'avoir cru en moi. Alors, pour moi, ça a été un moment pivot où tu as le choix de dire « j'abandonne » ou tu as le choix de dire « je vais mettre mon ego de côté, un peu d'humilité, fille, on recommence ». Puis je l'ai fait. C'est une très belle leçon. Et je commence à voir quelque chose. Une formule qu'Olga va répéter à plusieurs reprises dans sa vie. Devant une difficulté, elle s'en met plus. Plus de défis, plus de pression. Elle utilise ensuite son focus et sa détermination. Et surtout, elle décide de tout mettre en œuvre pour réussir.
Là, tu vas faire ton stage, justement, chez Lavery. Oui. Et tu l'as dit, tu vas rester 10 ans. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est que c'est là que tu as rencontré Philippe. Oui, c'est là que j'ai rencontré Philippe. Qui est ton mari. Oui, qui est mon mari. Puis, ramène-moi le jour de ton entrevue pour avoir le stage. Puis, genre, ta rencontre, entre guillemets, avec Philippe. Ben, écoute, le seul souvenir que j'ai de l'entrevue, c'est que j'ai vu Philippe dans la salle de réception passer en chemise blanche. Il avait l'air furax. Il parle à la réceptionniste, il repart. Je passe l'entrevue, je suis sortie, puis je me rappelle toujours avoir appelé ma copine Radhi Kwong, puis je dis, je pense que je vais faire mon stage là. Je dis, je pense que lui, il est vraiment... Alors, je m'excuse, mais j'ai vraiment choisi mon bureau en fonction de mon mari. Écoute, j'avais aucune idée qui il était, je savais pas c'est quoi son nom. Je me suis dit, je vais faire mon stage là, c'est extraordinaire. Puis honnêtement, 6 mois plus tard, on sortait ensemble. 9 mois plus tard, je déménageais chez lui. 1 an plus tard, on était mariés. Puis 20 ans plus tard, on était encore ensemble. Puis qu'est-ce qui t'attirait chez lui? Je sais pas, il avait l'air intense, il avait l'air... il était comme un peu... tu sais, c'était comme une drive de plaideur. Puis tu sais, moi, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a toujours dit que j'allais être une plaideuse. Tu sais, on parle de concours oratoire, on parle d'écriture. Alors, dans ma tête, classique, c'est comme, je vais aller sauver l'humanité, la veuve et l'orphelin, puis tu sais, je vais faire du litige. J'ai jamais... Écoute, c'était terrible, là, c'était une pratique d'assurance, puis là, je sais que c'est d'autres choses maintenant, mais je veux dire, il n'était pas question que je fasse du litige d'assurance. Et directement, j'ai eu un mentor extraordinaire qui m'a pris sous son aile et je suis tombée en droit de la santé. Et dans le droit de la santé, c'est là que j'ai découvert, à travers les centres de recherche, les chercheurs, le mix. Donc, le MBA est venu ouvrir la porte au droit commercial, à la gouvernance, au conseil d'administration, à tout ce qui est ce domaine-là de recherche et d'innovation. Puis Marie-Josée, c'est comme si là, tout ce qui m'a mené là, au-delà de Philippe, là, mais tout ce qui m'a mené là m'a permis de dire, OK, c'est ça la trajectoire. Ouais. Fait que la trajectoire s'est dessinée, puis j'ai bâti ma carrière sans l'avoir planifiée nécessairement. Ouais. Tu t'as parlé de ton mentor, oui. Louis Rochette. Oui. Je me demandais, est-ce que tu te souviens de la première leçon qu'il t'a donnée? Oui, parce que Louis est pour ceux qui l'ont connu, il n'est plus parmi nous, mais Louis Rochette était plus grand que nature, quelqu'un d'hyper impliqué dans la communauté à Québec. C'est lui qui m'a montré à m'impliquer, c'est lui qui a poussé puis qui a ouvert des portes pour que très jeune, comme jeune avocate, je puisse siéger sur des conseils d'administration. Et je me rappelle très bien qu'un jour, je suis débarquée au bureau, tu sais, j'avais 25 ans, là, puis je me trouvais cute, là, ça n'a pas duré longtemps, puis j'avais un décolleté à l'époque, et Louis m'avait regardé puis il avait dit, écoute, tu as 2 choix. Soit tu embarques dans cette voie-là, ou soit tu vas vouloir que tes clients te suivent et t'écoutent, puis que la communauté de Québec embarque parce que tu es crédible. Donc, tu as un choix à faire. Puis je dis pas que j'ai pas plus jamais porté de décolleté depuis, là, mais d'un point de vue professionnel, qu'un homme, qu'un mentor, qu'un senior ne joue pas cette carte-là et bien au contraire disent « fais-toi respecter, va chercher des clients pour ce que tu es, pour ton intellect, pour ta personnalité et non pour le charme », ça, venant d'un homme, moi, ça m'a marqué parce qu'on aurait pu tomber dans cette game-là puis on n'a pas joué cette game-là du tout. Ben oui. C'est-tu quelque chose qu'on peut dire encore aujourd'hui, ça? De ne pas mettre de décolleté. Ben, moi, je le dis à mes filles, mais ils n'en mettent pas. Là. Je regarde ça. Je surveille. Moi, écoute, sais-tu quoi? Mais c'est une bonne question. Sais-tu pourquoi on peut le dire? Puis que ce soit avec mes jeunes avocates à l'époque chez Lavery, là, après chez Norton Rose ou même au PAN, je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder parce que c'est une question de crédibilité. Maintenant, la personne ne veut pas suivre le conseil. Il fera bien ou elle fera bien ce qu'elle veut. Mais moi, mon conseil, c'est pas tant je veux te dire comment tu t'habilles, c'est plus une question de qu'est-ce que tu veux projeter. Mm-hmm. Puis malheureusement, dans un domaine traditionnel où on conseille des clients comme le droit en pratique privée, ben oui, l'apparence et oui, le conseil était bon de dire ne joue pas ce jeu-là. Joue le jeu de la crédibilité. Va chercher une ultra expertise. Et c'est comme ça que j'ai bâti pendant 10 ans, 15 ans. J'ai pratiqué pendant 15 ans. Littéralement, un univers surspécialisé en santé, droit de sciences de la vie. Pourquoi? Parce que je me suis investie à corps et âme dans le domaine et non pas à jouer tout le reste. Là. Décolleté et sciences de la vie, là. Non, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Mais lui, il va faire beaucoup de choses pour toi. Oui. Il va t'apprendre justement les codes. Oui, il m'apprend les codes. Il va t'introduire dans des conseils d'administration. Absolument. Dis-moi, comment tu as fait pour aller chercher un mentor pareil? En toute transparence, c'est le hasard.
Donc, des fois, il y a des mix, des matchs qui se font. Je suis rentrée chez Laverie, Louis venait de perdre un avocat ou une avocate, avait déjà eu tout plein d'autres jeunes, puis j'ai juste vu en lui quelqu'un de plus grande nature. Et je pense que c'est ça, un mentor. Puis, tu sais, j'en ai énormément. J'ai la chance d'avoir beaucoup de mentors, d'avoir connu beaucoup de gens de différents milieux. C'en est un parmi tant d'autres. Et chez un mentor, Marie-Josée, on voit le meilleur, mais on voit le pire aussi. Puis je pense que ce que j'aime, c'est de découvrir les zones d'ombre de nos mentors, mais de découvrir leur très grande force. Puis moi, j'ai choisi de retenir de Louis puis de mes années chez Laverie vraiment le meilleur, de me pousser à m'impliquer, faire une différence, aller chercher de la clientèle, être entrepreneur, tu sais, me laisser l'espace que j'avais besoin pour ne pas être juste, puis ça c'est important, juste une avocate. Et c'est là, j'ai pris une décision de dire, je ne peux pas être seulement une avocate, ça ne me stimule pas suffisamment. J'ai besoin des conseils d'administration, j'ai besoin des comités, j'ai besoin de lever de fonds, j'ai besoin de rencontrer des gens, tu sais, de tous les horizons. Je ne peux pas juste gérer un bureau d'avocat. Là. OK, on a compris que tu vivais sur stéroïdes. Oui, je suis vraiment sur les stéroïdes. Mais c'est bien correct. En 2013, alors que tu es enceinte de ton garçon Paul, tu décides de quitter pour joindre Norton Rose. Oui. C'est une décision majeure. C'est une décision majeure. 3 ans et demi plus tard, tu es nommée associée directrice du Bureau de Québec. Tu deviens la grande patronne. Oui. Quand tu obtiens ce poste-là, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Bien, à 37 ans, associée directrice d'un cabinet où l'associé directeur vient de quitter chez la compétition, ça vient avec un vertige. Le même vertige que quand tu as un blanc de mémoire sur scène puis tu te dis, il faut que je retrouve mon texte. Alors, évidemment, tu sais, quand tu es 15 ans en pratique privée, 10 ans en pratique privée, tu es un avocat, tu es un professionnel qui accompagne des clients. Tu es un stratège, mais tu as une certaine distance. Quand à 37 ans, tu deviens l'associée directrice d'un bureau dans une plateforme internationale, puis tu sièges sur la plateforme pan-canadienne du jour au lendemain, là, les codes viennent de changer encore une fois. Et là, on recommence encore une fois. Fait que quand je parle de combat, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis pour une fille de Québec d'aller siéger à Toronto avec Bay Street pour gérer les destinées de Norton Rose. C'est pas un acquis de gérer un bureau où les gens se remettent en question en disant est-ce qu'on suit ou pas l'ancien associé directeur. Puis c'est normal en passant, là, ça arrive dans tous les cabinets. Alors, comment on fait pour s'assurer d'une cohésion? Puis comment je fais pour garder mes associés quand ils ne me connaissent pas? Je veux dire, ils me connaissent depuis 3 ans. Là. Fait que de leur dire, suivez-moi, là, puis on va bâtir ensemble le plus grand cabinet de Québec, puis qu'on va rayonner et autres. Alors, un vertige profond, un défi profond, des manques complexes, et ça a été un avocat à la fois, un associé à la fois, un jeune à la fois, une adjointe à la fois. Je veux dire, le temps que j'ai mis à bâtir des liens, à accompagner chacun d'entre eux, une organisation d'environ 125-150 personnes à Québec, le temps que j'ai mis à créer des liens pan-canadiens, puis à positionner, protéger Québec dans la grande structure mondiale, parce qu'on s'entend que c'est peut-être pas la priorité. Ça a été une expérience humaine incroyable. Puis tout ça avec un bébé de 3 ans. Pour moi, c'est sûr que ça a été d'une intensité. Mais une fois que tu as survécu à ça, moi, je me disais, ben le reste va être facile. Puis là, j'arrive au port après. Alors, tu sais, Qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile à ce moment-là? Qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir? Quand la ville au complet te regarde en disant tu vas échouer, bien qu'on est une petite communauté, là, quand les odds, quand les paris sont contre toi, c'est sûr que ça rajoute non seulement une pression, moi, ça m'a ajouté une adrénaline de dire je vais y arriver. Alors, c'est une pression qu'on se met à soi-même, mais j'ai décidé de l'aborder. Puis pour ceux qui sont dans les firmes professionnelles, je me suis dit la voie de passage, ça peut pas être moi. La voie de passage, c'est nous ensemble. On est des associés, on va à la guerre ensemble, on est solidaires, on passe à travers les hauts et les bas ensemble. Et quand la pandémie a frappé, fait que pour les, tu sais, on n'en parle pas, c'est comme tabou là, la pandémie, mais je me rappelle très bien que le lien était tellement intime, tellement fort avec les associés du cabinet. Je veux dire, je leur écrivais tous les jours. Je veux dire, je les suivais, on s'accompagnait. Tout ce que j'ai semé en termes de temps d'investissement est comme devenu tout à fait naturel. Alors, ces liens humains entre un comité de direction, entre des associés, pour moi, dans une organisation, c'est fondamental parce que ça ne peut pas être un one-woman show.
ou un one-man show. C'est une vieille façon de faire les choses et c'est pas comme ça. On peut avoir un porte-parole qui est plus à l'aise publiquement, qui va sortir davantage, qui va siéger sur plus de conseils d'administration. Mais l'organisation, la performance financière, l'organisation, la relève, c'est pas vrai que les gens venaient chez Norton Rose ou chez Lavery juste pour un individu. Puis à partir du moment que tu le comprends, puis que tu valorises chacun de tes associés ou tes membres de ton équipe ou tes membres de comité de direction, on dirait que ça devient beaucoup plus facile à porter parce que tu n'es pas seul à le porter sur tes épaules. Puis comment c'était aller à Bay Street, justement? Ça t'a pas donné le goût de continuer trop ta carrière à Toronto? Je me suis posé la question. L'opportunité s'est présentée. Il y a eu une course à la direction pan-canadienne. Puis pour ceux qui sont dans des grands cabinets ou des grandes organisations, la question se pose toujours. Est-ce qu'il va y avoir un associé directeur de Montréal, de Québec? Et l'objectif pouvait être atteignable, mais les sacrifices pour atteindre l'objectif étaient tellement importants en termes de déménager à Toronto, sacrifier mari et enfant, je veux dire, sacrifier la ville que j'aime tant, où là, je me suis dit, OK, j'embarque pas là-dedans. J'ai carrément, à ce moment-là, retiré ma candidature. Puis c'est pas par peur, c'est pas par la peur de l'échec, la peur de pas être nommé. Je pense aussi que d'être courageux, c'est d'assumer qui on est. C'est pas de se lancer dans un processus ou de lancer dans un projet sans réfléchir aux conséquences. C'est aussi de dire, dans tous les cas, là, je n'atteindrai pas mon objectif. Et mon objectif, c'est de protéger mon fils qui, lui, a, à cette époque-là, 5, 7, 8 ans, 9 ans. Donc, à quelque part, dans mes valeurs profondes, de bravoure, la famille a toujours été au cœur de mon ADN. Et c'est ça que je veux lui léguer. Et je pouvais pas lui léguer une maman qui passait 4 jours semaine à Toronto pendant que lui grandissait à Québec. Et il n'était pas question de déménager la famille. Moi, je sens que ton costume est rendu trop petit pour toi. Trouves-tu que j'ai pris du poids, Marie-Josée? Je sens que tu as besoin de grandir, puis tu es retenu par ton attachement à ta ville, à ta capitale, à ta communauté. Tu lui dois beaucoup, tu lui es reconnaissante, ta famille est ici, tes parents sont ici. C'est un choix. Tu sais, c'est un choix conscient, c'est-à-dire que c'est un frein et c'est un levier. C'est une condamnation, puis c'est une bénédiction. C'est un frein parce qu'en effet, quelqu'un qui est ambitieux, qui veut grandir dans la société, qui veut atteindre des postes de direction de grandes sociétés, de grandes compagnies, est condamné à dire, je vais faire le choix d'aller dans une métropole. Puis je parle même pas juste de Montréal, là, une métropole canadienne, américaine, européenne ou autre. À partir du moment où tu fais consciemment le choix de dire, je vais le faire à partir de Québec, oui, je suis freinée dans mon élan. Et c'est là que j'ai pris une décision, puis je pense que ça s'est passé dans les années Norton Rose, de dire, OK, je vais rayonner, je vais me surstimuler intellectuellement, je vais rencontrer des gens, je vais partager mon histoire ou mes valeurs, je vais m'impliquer, je vais créer des projets fous, puis on va se parler de Rêvons Québec bientôt. On va transformer un frein en une opportunité unique. Et à quelque part, ça devient aussi évident que l'idée, c'est pas juste de me propulser moi. Quand tu commences, tu veux juste prendre de l'ampleur dans ton parcours puis dans ta trajectoire. Et à un moment donné, tu réalises que ma plus grande stimulation, là, j'en parle souvent, là, c'est mes fabuleuses chez Norton Rose. C'est les filles que j'ai connues chez Lavery. C'est mes filles en ce moment au Port de Québec. C'est les filles qui se déplacent pour écouter puis découvrir puis qui ont fait les FEA avec moi. Et c'est là que tu réalises aussi, moi, je pourrais peut-être pas aller au bout de mon ambition, de mon objectif, mais elles vont pouvoir le porter parce qu'elles ont besoin de modèles. Puis moi, j'ai eu des femmes, Marie-Josée, qui ont transformé mon parcours. Plusieurs d'entre elles, tu les as rencontrées dans tes entrevues, tes balados. Ces femmes-là te donnent, de par leur modèle de courage et leur unicité, parce que nous sommes toutes différentes, elles te donnent le courage de déployer tes ailes puis de t'assumer. Alors, si je peux apporter ça dans ma communauté à Québec, je me dis que ça sera déjà beaucoup. T'es ambitieuse. Oui. Puis t'es sans excuses. Sans excuses. J'aime ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois où ton ambition a été mal reçue? Elle n'a pas été mal reçue. Elle a surtout été paternaliste. Il y a eu beaucoup de paternalisme et il y a beaucoup de gens qui m'ont créé. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'attribuent la création d'Olga Farman. C'est plus ça que j'ai vécu.
J'ai pas vécu, tu sais, j'en ai eu des attends ton tour, puis tu sais, je veux dire, sois patiente, ce que je ne suis pas. Fait que c'est ça, faut l'accepter, je ne le suis pas. Mais c'est plus ça qui m'a heurtée. Là, maintenant, j'ai appris à ne plus m'en soucier. Mais lorsqu'on essaie de me contrôler, lorsqu'on essaie de s'attribuer, je veux dire, la création de ce que je suis, quand on prend même pas le temps de comprendre mon histoire ou d'où je viens ou les valeurs qui me portent. Parce que Marie-Josée, tu as dû avoir cette discussion-là. C'est encore mal perçu d'être ambitieux. Puis pas juste pour les femmes, là, pour toute personne. On perçoit l'ambition parfois comme étant un arriviste, comme étant une ambition qui est malsaine, une ambition de faire de l'argent, de faire de la politique pour les mauvaises raisons et autres. C'est difficile de croire que quelqu'un est ambitieux pour les bonnes raisons, pour les bonnes valeurs. C'est difficile de croire que quelqu'un est ambitieux, mais en même temps, il veut prendre la main de d'autres personnes autour de soi puis de nous propulser. Puis moi, j'en ai connu des femmes comme ça. Ce soir, il y a Julie Lemieux dans la salle, ancienne vice-mairesse à la Ville de Québec. Julie Lemieux, pour moi, elle a eu un rôle prépondérant. Elle était à la Ville de Québec en politique. Elle ne me connaissait pas. J'étais nobody. Elle a décidé de me faire confiance à l'époque où j'étais présidente du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique. Elle a décidé et elle a accepté de me propulser. Elle a pris un risque comme vice-mairesse et on est passé à travers 1001 enjeux culturels et autres. Aujourd'hui, je suis fière de voir que cette femme-là est PDG du Musée de la civilisation. Je suis fière de l'appuyer à travers sa fondation. Puis je donne l'exemple de Julie Lemieux parce que cette fidélité-là entre sœurs, puis la sororité, pour moi, est très importante. Le fait d'avoir des femmes dans notre vie où on n'a pas besoin de se parler tous les jours, on n'a pas besoin de faire le party le samedi soir, mais qu'elles sont là à des moments cruciaux où tu as ton blanc de mémoire sur scène, là, puis tu mets ton genou par terre, puis elles disent « Vas-y, je suis là, t'es capable, continue ». Ça fait toute la différence. Olga s'est fait aider par des femmes. Et elle aide tout autant d'autres femmes en retour. La sororité, c'est un mot qu'elle adore et qu'elle met au cœur de sa vie. La sororité, c'est aussi un atout pour grandir dans le monde professionnel. On va continuer sur le même thème parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Puis tu as mené justement un projet national sur les obstacles que vivent les femmes chez Norton Rose. Et ça, c'est-tu un problème, tu sais, le mot le sempiternel? Oui. Les avocats dans les bureaux d'avocats, est-ce que tu as, excusez-moi l'expression, crack the code, est-ce que tu as réussi à solutionner cet enjeu? C'est assez systémique comme enjeu, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas seulement de devenir avocate, puis n'est pas seulement maintenant, pour moi, l'enjeu n'est même plus l'équité salariale. C'est même pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est même plus de devenir associé, parce qu'elles le deviennent toutes. L'enjeu, c'est de devenir associé en équité puis de faire autant qu'un homme associé en équité. Alors, là où ça devient très, très complexe, c'est sur le contrôle de la facturation, c'est sur les clients, c'est sur l'influence autour d'une table. Ça prend du temps. Et je pense que c'est pas tant de craquer le code, c'est plus que chacune d'entre nous soit très vocale pour s'assurer que la génération qui suit prenne sa place dans les dossiers, prenne sa place auprès des clients, prenne sa place dans ses revendications salariales, prenne sa place aussi aux tables de décision. Donc, dans les comités de direction pan-canadiens, dans les comités de direction tout court, puis que ce soit dans un bureau d'avocat comme ça soit dans une compagnie, là, mais qu'on s'assure que leur voix au chapitre est aussi puissant et influent que n'importe quel confrère. Ça, pour moi, ça a été une mission pendant toutes mes années chez Norton Rose. Puis ça a été une plateforme qui m'a permis d'investir du temps là-dedans, de l'énergie. J'ai rencontré les filles, on en a discuté. Je veux dire, j'étais réellement sur le comité qui le menait. Je pense que ce n'est pas la mission d'une seule femme ou d'une seule associée directrice. Je pense que ça doit devenir la mission d'une communauté. Puis c'est la même chose maintenant dans la communauté portuaire et maritime où on voit de plus en plus de femmes prendre la tête des organisations et de se dire, ben on ne règle pas tout. Tu sais, je regarde mon comité de direction qui est entièrement paritaire, sinon plus. Je pense même qu'on est majoritaire maintenant. Mais alors, mon point, c'est chaque industrie, ça prend du temps à se transformer, mais ça prend des gens comme moi, comme toi, comme d'autres, qui mènent ce combat-là de la parité et qui ne le prend pas pour acquis. On est à une génération, là, que tous les droits qu'on a accumulés au cours des dernières années disparaissent.
Je veux dire, quand on entend ce qui se passe un peu sur la planète, là, je ne sais pas si quelqu'un prend pour acquis que, je veux dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quelqu'un m'a dit ça récemment, je comprends pas pourquoi on parle encore de parité. Bien, juste ouvrez les médias internationaux en ce moment, regardez ce qui se passe dans le Sud, la façon dont on aborde justement la question d'équité et d'égalité. Je pense que je me garderais une certaine gêne sur le fait qu'on a atteint et puis qu'on a craqué le code. Toi, là, tu as rarement ressenti le sentiment d'imposteur. Moi, j'aime. Tu n'as pas le sentiment de culpabilité quand tu quittes la maison puis tu laisses... Non. Hein? Tu n'es pas avec ton garçon. Parce qu'il est avec son père. Ça va. Non, mais moi, je suis très bien avec ça. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment tu fais pour comprendre et aider les femmes qui sont différentes de toi. Parce qu'on est d'accord que moi, Ils sont pas toutes comme moi. Mon expérience, c'est que la plupart des femmes, mamans, vont ressentir, et des femmes professionnelles vont sentir soit le sentiment d'imposteur, le syndrome d'imposteur, ou soit un sentiment de culpabilité face à leurs obligations familiales, face à leurs enfants. Comment tu fais pour les aider quand vous n'avez pas le même enjeu? Bien, on n'a pas le même enjeu. On a le même enjeu. C'est juste qu'on ne le vit pas de la même façon. Donc, moi, ce soir, tu sais, la première question que j'ai demandé tout à l'heure à mes collègues, c'est qui est avec votre enfant? Tu sais, elles ont toutes des jeunes enfants. Puis ma première question, c'est pourquoi vous êtes ici? Vous devriez être avec votre enfant. Ça a été mon premier commentaire. Tu sais, je veux dire, mon inquiétude va toujours à ne sacrifiez pas votre famille si ce n'est pas ça que vous voulez. Après ça, il faut en parler. Je pense qu'il y a une question, il y a des filles qui sont très à l'aise là-dedans, qui ont mis en place un encadrement familial pour bien vivre leur ambition. Parce que quand on parle d'ambition, on parle de soirée, on parle de week-end, on parle de lunch, on parle de sacrifice, on manque de temps. Et c'est ça l'enjeu des mamans. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le goût de faire ce sacrifice-là. Ils n'ont pas le goût de courir les cocktails, puis les balles, puis les conférences, puis c'est quoi? Ma façon de les accompagner là-dedans, c'est de dire, c'est bien correct. Tu sais, on vit chacune notre ambition puis notre carrière à notre façon. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint où, puis la règle, c'est ça qu'on a convenu. S'il n'est pas là, je suis là. Si je ne suis pas là, il est là. Donc, notre fils n'a pas grandi avec des gardiennes, avec une nounou et autres. Puis le fait de vivre à Québec nous a permis d'avoir cette structure-là familiale. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Tu sais, il y a des monoparentales, il y a des gens que leur conjoint ne peut pas, il y a une question d'horaire. Donc, le fait d'en parler, ta question est très juste, le fait d'être sensible et de reconnaître qu'elles ont cette réalité-là, elles ont la même réalité que moi. La différence, c'est que moi, ce soir, je sais que mon fils est avec mon mari, puis j'ai pas d'inquiétude. Il va s'ennuyer de moi, j'ai très hâte de le retrouver, mais en ce moment, mon focus, à part de dire que je le trouve tellement beau, là, mais tu sais, à part ça, là, je suis super heureuse d'être avec vous. Mais je peux comprendre que certaines filles ne le vivent pas bien, puis c'est là que je me dis, ben j'ai un rôle pour les accompagner à prioriser les moments où elles ne sont pas à la maison. Il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qui hésitent à utiliser le mot féministe. Ouais. Je l'ai dit. Féministe. Ouais. Je suis féministe. Oui, moi aussi. Et j'ai pas de problème à l'utiliser. Toi, tu l'assumes complètement. Complètement. Et tu élèves ton garçon avec des valeurs féministes. Absolument. En 2026, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est fier de la voix de sa maman. Ça veut dire qu'il est fier d'un mouvement comme Rêvons Québec. Ça veut dire qu'il est fier du fait et qu'il reconnaît et qu'il ne voit pas d'enjeu à ce que sa mère soit aussi forte, sinon plus que son père, prenne la place autant, sinon plus que son père, ou qu'un homme, là, oubliez le papa, là. Paul, pour lui, tu sais, l'enjeu de la diversité, c'est une évidence. Puis je me rappelle très bien quand je suis tombée enceinte, tu sais, la première chose que j'ai dit à Paul à l'époque, c'est « sois fort, parce que ta mère, elle va vite ». Fait que, tu sais, attache ta tuque, là, tu sais, je veux dire, on va rouler ensemble, mon homme. Tu vas avoir une vie extraordinaire, mais il faut que tu reconnaisses l'importance, pour moi, de m'accomplir et de faire une différence dans la société. Et Paul, en aucun moment, là, d'aucune façon, puis on a beaucoup de discussions en ce moment par rapport aux garçons, par rapport au discours masculiniste, c'est une façon d'éduquer nos enfants. T'sais, au-delà du féminisme, c'est de reconnaître que leur mère, que leurs consoeurs, que leurs copines à l'école et autres, elles ont une réalité différente, elles doivent avoir voix au chapitre, elles doivent assumer leur ambition, elles sont aussi importantes, sinon plus que lui. Puis pour moi, je pense pas qu'on peut prendre pour acquis, encore une fois, on parle de notre société, on peut pas prendre pour acquis que c'est une évidence, puis que tout enfant le comprend, ça. Parce que les discours qu'il y a sur les médias sociaux ou de certains influenceurs ou podcasteurs ne vont pas dans ce sens-là présentement. Oui.
en 2023, tu es à la Chambre de commerce de Québec. Ouais. Puis tu es conférencière, puis tu formes une table d'honneur entièrement féminine. Entièrement. Et à la fin de ton discours, tu invites les gens à rêver Québec 2050. D'ailleurs, j'ai mon livre. Tu as un superbe recueil de 100 textes de gens de la capitale. Je suis très fière. Qui va sortir dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. T'es comme en tournée, là, en pré-tournée. Où t'en vas-tu avec Rêvons Québec 2050? La beauté, c'est que je sais pas où on va avec ça. Mais je pense que c'est pas tant au-delà de savoir que c'est quand. Le quand, c'est 2050. Je pense que c'est le mouvement. Je suis sortie de la pandémie en sentant à Québec un climat de marasme, beaucoup d'inquiétude, un manque de connexion pendant plusieurs années. J'avais ces discussions-là ici et là, puis j'ai pris la décision de... Tu sais, on fait des soupers, on a des discussions, on dit on va changer le monde, puis ça reste comme ça, puis tu retournes au travail, puis tu continues ta journée. Mais on dirait qu'après ces rencontres-là, je me suis dit non, je ne le laisserai pas comme ça. Je vais créer un mouvement. Et je n'avais pas d'argent, je n'ai toujours pas d'argent. L'idée, c'était pas de créer un conseil d'administration, ni d'une fondation, ni de lever des fonds. L'idée, c'était de créer un mouvement citoyen. Et ce n'est pas seulement moi qui l'ai créé. Il y a différents leaders de la communauté qui, bénévolement, se sont réunis pendant des mois à concevoir le mouvement Rêvons Québec 2050. On a créé donc un concours littéraire d'écriture pour nos enfants qui a été extraordinaire, porté par le réseau des bibliothèques à Québec et qui nous a donné des textes. On a porté à travers l'espace Voix libre du Musée de la civilisation un espace de discussion, d'échange sur justement les défis d'avenir. Et ce qui était vraiment important pour moi, puis je l'avais dit à la communauté d'action, je veux un leg papier, parce que c'est facile de faire un grand discours sur l'avenir. Je veux laisser un objet. Et j'ai lancé donc au grand public le fait qu'il y aurait un recueil qui serait lancé au Salon du Livre. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'éditeur et j'avais pas une lettre. Et ça, c'est le 7 septembre dernier. Alors, en même temps que j'arrivais au port avec une nouvelle carrière, je lançais le mouvement. Ça, c'est moi, ça. Alors, je lançais donc... Ben oui, un billet puis un barreau en même temps. C'est ça. Alors, mais je l'ai fait porter par une communauté et Marie-Josée, une lettre à la fois. Un courriel à la fois, un harcèlement à la fois, un IOU à la fois. Je veux dire, et les gens... En as-tu demandé comme 120 pour être sûr d'en avoir 100? J'en ai demandé, je pense, 200. Puis c'est une bonne question. Je pense que j'en ai demandé... J'ai écrit à 250 personnes différentes de mon réseau. Puis on finit avec 110 textes. Okay. Et ceux qui ont refusé, c'est fascinant les motifs. Il y en a que c'était par manque de temps puis de snobisme, mais il y en a que c'était réellement par la peur de se projeter dans l'avenir. Et c'est là, quand on parle de bravoure, l'écriture est un acte de bravoure. Puis moi, je pense pas que la plus brave dans tout ce projet-là, c'est moi qui ai réussi à obtenir ces lettres, ce recueil-là. Ce qui est beau, c'est les 100 lettres que vous allez découvrir le 31 mars, où une lettre à la fois, les gens de Québec, de différents milieux, se mettent en danger, prennent la plume, prennent l'écriture comme moyen de se projeter dans l'avenir pour leurs enfants. C'est hyper intimidant. Pour moi, c'est facile, j'ai grandi là-dedans. Mais de réaliser à quel point ça fait peur de se projeter dans l'avenir, parce qu'on se projette aussi face à sa propre mort, face au fait qu'on ne sait pas où on va être dans 25 ans. On se projette par rapport à nos enfants. Et dans un contexte économique, politique tellement difficile ces temps-ci, de se forcer à rêver l'avenir a été un exercice extraordinaire. Ah, puis toi, tu écris une lettre à Paul. J'ai écrit une lettre à Paul. Oui, et c'est très bien écrit. Merci. En 2025, après 2 mandats comme associée directrice, tu décides de quitter Norton Rose. Oui. Tu te mets en danger, tu quittes ton travail. Est-ce que c'est exact ou tu n'as jamais quitté ton travail? Ou c'est dans ta tête que tu as quitté ton travail? Bien, il y a une subtilité, c'est-à-dire que je décide de ne plus être associée directrice, ce qui est encore plus Est-ce que tu l'annonces? Oui, je l'annonce, puis c'est assumé, puis je leur dis, puis là, tout le monde me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Puis, tu sais, je veux dire, la réponse, c'est je sais pas ce que je veux faire. Tu sais, je veux dire, je suis une associée de chez Norton Rose, puis je veux dire, je vais prendre ma sabbatique. Moi, j'arrêtais pas de me dire, j'ai pas eu de congé de maternité, je vais prendre une sabbatique. J'avais le droit à 3 mois chez Norton Rose. Alors, mon objectif, là, mon focus, Marie-Josée, là, c'est, on est en septembre, je termine le 1er janvier, puis l'été passé, je devais prendre 3 mois de sabbatique. Comment tu te sentais avec cette décision-là? Très, très, très sereine. Moi, je crois au cycle. Je crois que j'étais sereine.
J'étais sereine parce que je me disais, j'ai accompli ce que je dois accomplir, puis je considère qu'un dirigeant a une durée de vie. Puis au bout d'une certaine durée de vie, ben, tu passes à la prochaine génération. Surtout dans les firmes de services professionnels, c'est très différent de d'autres organisations. On accomplit quelque chose. J'ai donné 8 ans, je les ai accompagnés, j'ai structuré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, c'est à la prochaine génération de prendre le dessus. Mais oui, ça nous met en danger. Oui, ça met en danger. Puis il n'était pas question que je démissionne. Puis tu sais, je veux dire, moi, je voulais juste 3 mois de sabbatique. C'était ça mon objectif. Et là, Mario Girard du Port de Québec, parce que moi, j'étais présidente du conseil d'administration, m'appelle en me disant, je suis nommée déléguée générale à Tokyo. Alors, au-delà du traumatisme, je me dis, bon, mais là, il faut que je gère, tu sais, un processus de recrutement de PDG. Et le téléphone se met à sonner de mes différents mentors, amis et influenceurs qui me disent, elle est là, ton opportunité. Là, je me dis, PDG du Port de Québec, ça n'a pas rapport. Mais non, mais ça fait pas partie de la ligne. Je suis présidente du conseil. Puis là, les gens qui me disent, ben oui, mais c'est facile, tu étais présidente du conseil. Non, ça n'a pas rapport. Je veux dire, le conseil d'administration, c'est une chose, puis diriger un port, c'est une autre chose. Et là, on sème la graine, et là, je commence à réfléchir en disant, est-ce l'opportunité pour faire le saut, pour quitter le droit, tu sais, pour me réinventer, de se mettre en danger, d'avoir un blanc de mémoire, puis de recommencer, là, tu sais, la page blanche. Et donc, à 46 ans, fait que j'ai pris la décision. Tout ça s'est fait en moins de 2 mois. J'ai annoncé à mes associés. Donc, tu sais, c'était pas ça l'objectif. J'ai jamais eu ma sabbatique. Non seulement j'ai pas eu une sabbatique, mais j'ai travaillé 10 fois plus fort que ce que je faisais chez Norton Rose. Et là, du jour au lendemain, le 1er février, j'ai commencé. Et là, je t'avoue, Marie-Josée, que là, la houle, là, l'odyssée, là, tu sais, ma vie est une odyssée, là, mais l'odyssée du port, là, en soi, là, tu dis, OK, là, je vais prendre tout le courage, tout le cran, toute la force, toutes mes valeurs, mon réseau. Puis, tu sais, je veux dire, je vais essayer de tenir un gouvernail d'une organisation que je connais, que je respecte, que j'admire, mais que je ne comprends pas. Parce que c'est pas mon industrie. Tu sais, moi, je suis avocate. Je veux dire, je gère un bureau d'avocat international où je gère des sciences de la vie. À la limite, ça aurait pu être cute, mais là, je suis comme complètement dans quelque chose où, tu sais, je disais bateau, là. On m'a appris à dire navire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est à ce point-là, là, j'avais pas rapport. J'ai pas rapport. Ben, encore, des fois, je me dis, j'ai pas rapport. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Je dis pas que je fais bien ça, là, mais je dis juste cet amour-là de se mettre en danger, de découvrir une industrie, d'admirer les artisans, les dirigeants, l'équipe de direction qui est là, les gens qui, tous les jours, tu sais, on parle de 12 000 emplois à Québec là, en lien avec l'industrie maritime. 2 milliards de retombées économiques. Et là, tu découvres une industrie et au même moment où je rentre en fonction, la guerre tarifaire explose. Et quelques semaines plus tard, le gouvernement, nouveau premier ministre qui dit on doit mettre de l'avant nos ports et les chaînes d'approvisionnement et les chaînes logistiques. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Là. Je me rappelais d'un cours en logistique lors de mon MBA, là, pour ceux qui sont... Mais tu sais, comme chaîne logistique... Et tout à coup, j'ai réalisé l'ampleur de l'opportunité. Le chaos de la guerre commerciale, le chaos de ce qui se passait avec la frontière, la diversification des marchés. Tu es au port de Québec, c'est là que ça se passe. Et c'est là que je me dis, OK, on a un enjeu d'infrastructure et on va lancer le plus grand plan impressionnant, ambitieux de l'histoire du port, 1,7 milliard sur les 10 prochaines années pour refaire nos quais. Ça, c'est Vision 2035? Ça, c'est même pas Vision 2035, non, c'est juste nos quais, puis on a besoin d'argent du gouvernement. C'est ça qu'on a lancé. Oui. Puis, admettons là, qu'on est... Toi, tu dis que tu fais des cycles de 8 ans, genre, mais tu vas plus vite ces temps-ci. Fais-leur pas peur, là. Je sais pas, moi, je te dirais 5 ans, mettons. Dans 5 ans, là, qu'est-ce qui va avoir changé pour les gens qui peuvent pas imaginer encore aujourd'hui, là, au port de Québec? On va avoir eu notre argent, n'est-ce pas, gang? On va avoir eu notre argent au port de Québec. On va avoir reconstruit nos quais. On va avoir un quai encore plus moderne. On va lancer un projet majeur économique de conteneurs international. Puis on va avoir créé une culture d'entreprise basée sur des valeurs qui me sont chères. L'équité, la loyauté, je veux dire, le fait de travailler en équipe. Puis peut-être un dernier point, Marie-Josée, puis là, c'est le lien avec toutes mes implications, le musée et autres, le festival d'été, tu sais, nomme-les, le lien avec la communauté. Le défi de permettre à la communauté à Québec d'être fière de son port de Québec, malgré les enjeux
qui sont réels en termes de nuisances, en termes d'enjeux environnementaux, en termes de perception. Alors, si tu me donnes 5 ans, là, si j'atteins ces 4-5 sphères qui, en soi, sont une vie de gestion chacun ou un défi en soi, là, je vais être extrêmement fière. OK, admettons dans 6 ans. Dans 10 ans, oui. OK, le port, non seulement il y a tout ça, mais il est reconnu mondialement, là. Toi, t'es où? Marie-Josée, je ne voulais pas celle-là. Non, je ne voulais pas celle-là. Je suis à Québec. J'aime ma ville. C'est ça ma réponse. Good. Merci, tu as été bonne. On passe au questionnaire brave. Oui. Alors, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Entre 4 et 5 heures du matin, je me lève puis je me pose la question, est-ce que je suis heureuse de commencer ma journée? Puis à chaque matin, Marie-Josée, je me dis, wow, ma journée est là, puis tu sais, let's go, on l'affronte. Puis c'est quoi être brave pour toi? C'est d'avoir peur, mais de tenir tête à notre peur. C'est de foncer, nonobstant le sentiment d'angoisse qui peut t'envahir. Puis qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Que je suis forte. Je me rappelle mes racines, je me rappelle mes parents, je me rappelle ce qui se passe en Iran. C'est ça qui me donne la force. Puis à quel moment de ta vie tu n'as pas été brave? Sur les pentes de ski au Mont-Sainte-Anne, où je suis terrorisée à chaque fois. Mais quand même, un exemple de bravoure, c'est que j'ai appris à skier à 35 ans. Fait que je me suis mis au défi d'apprendre quelque chose qui me terrorise. Mais je suis encore pas brave à chaque fois que j'affronte une pente de ski. Et quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? En ce moment, les femmes iraniennes. Les femmes iraniennes qui se battent dans une guerre qui est complexe, qui se battent pour des droits et libertés, d'égalité. Puis, il y a énormément de femmes, Marie-Josée, qui ont transformé mon parcours. Il y en a dans la salle, il y en a ailleurs. Mais ces femmes, en ce moment, on ne peut pas faire autrement que de penser au sacrifice humain qu'elles font. Alors, pour moi, c'est le plus grand modèle de courage, c'est les femmes en Iran présentement. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Chercher la lumière à travers les failles. On a tous des cicatrices. C'est dur. Quand on parle de combat, ça vient avec des cicatrices, ça vient avec de la douleur, ça vient avec des failles dans notre être. Puis je pense que c'est quand il y a des failles qu'on trouve la lumière. C'est là qu'on trouve la force en soi. Alors, puis c'est une longue réponse pour dire, prenez les hauts et les bas de votre vie. Faites l'exercice que je viens de faire en ce moment pour se dire comment est-ce que je peux mieux me projeter, comment est-ce que je peux faire ma différence, comment je peux assumer cette différence, puis comment est-ce que je peux redonner aux autres. Parce que l'idée de redonner est probablement ce qui nous donne la plus grande richesse intérieure. Olga, merci beaucoup pour cette entrevue sur stéroïdes. Sur stéroïdes. Comme ta vie. Comme ma vie. Oui. Merci, Marie-Josée. Merci d'être venue à Québec. Oui. À la prochaine. Je suis heureuse d'avoir pu embarquer sur le navire d'Olga, le temps de cette entrevue, pour vivre un tant soit peu sa vie. Une véritable odyssée ancrée dans ses origines, dans ses valeurs. Une ambition personnelle très forte, qui est devenue une ambition collective très forte. Une femme qui est prête pour des habits et des défis encore plus grands. La voyez-vous diriger le Québec, vous aussi? Merci, chers braves, d'avoir été là et à la prochaine! Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.